Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Hey coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde dédié à l'astrologie. Ça va être l'avant-dernier que je vais faire sur les sujets que j'avais envie d'aborder. Donc aujourd'hui, on va parler du chemin de vie. Donc le chemin de vie, alors souvent quand on dit ça, les gens pensent plutôt numérologie. Alors pour le coup, ça va pas du tout être ça, je n'ai pas du tout cette compétence-là. Je sais que c'est un outil qui est aussi extrêmement pertinent. Je connais plusieurs personnes qui connaissent bien la numérologie et c'est vrai que ce qu'on peut ressortir d'un thème de numérologie est aussi extrêmement pertinent et c'est encore une autre manière d'apprendre à se connaître. Mais là, le chemin de vie en astrologie, c'est tiré de l'astrologie tibétaine et l'idée c'est que on arrive à un point de départ avec l'idée d'avancer dans une direction, vers un cap. Il n'y a pas réellement de point d'arrivée, de ligne d'arrivée, il n'y a pas un moment où on arrive au bout du chemin, mais il y a vraiment une idée d'aller sentir la direction qui est la plus juste pour nous. Et en fait, plus on est dans cette direction-là, mieux on se sent, plus énergétiquement on va être vibrant, plus les choses vont se passer de manière fluide, parce que c'est comme si c'était le chemin sur lequel il y a les meilleures choses pour qu'on puisse déployer notre potentiel. Et donc en fait, le chemin de vie, c'est un axe qui va être représenté par 2 points, qui sont de nouveau des points, ce sont des calculs. Il y en a, le point de départ s'appelle le karma, on l'appelle aussi le nœud lunaire sud, et en astrologie tibétaine, on l'appelle la queue du dragon. Et le point en face, c'est le nœud lunaire nord, ou le dharma, ou la tête du dragon. Donc l'idée, c'est de comprendre que le karma, alors, ça n'a pas la signification qu'on peut manier dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a un côté, quand on dit c'est le karma, il y a toujours un truc un peu genre c'est bien fait. C'est bien fait, c'est le karma, il a mal agi, du coup il est puni. Ou quand il nous arrive des trucs, on se dit mais c'est pas possible, c'est le karma, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Comme si la souffrance, à un moment donné, devait être juste et méritée. Et moi, c'est pas du tout la vision que j'en ai, et c'est pas du tout la vision que véhicule cette notion de karma dans l'astrologie tibétaine. Moi, je crois profondément que les choses qui nous font souffrir dans la vie, c'est pas pour nous punir, c'est pour qu'on finisse par comprendre que la voie dans laquelle on s'acharne nous fait mal en fait, et qu'elle ne nous convient pas, pour qu'on puisse changer de cap, faire autrement. Mais ce sont des changements qui sont tellement profonds, qui peuvent être tellement effrayants, voire aussi douloureux d'une certaine manière. C'est pas si simple de lâcher un truc qu'on connaît par cœur. Ça revient un peu à parler de ces prisons dorées, ou de ce qu'on appelle la zone de confort, qui porte extrêmement mal son nom, parce qu'en vrai, elle n'est pas confortable. Alors au début, elle était confortable. Il y a eu un moment où, quand on est trop fragile, pas encore suffisamment armé, pas encore suffisamment mature, ou je ne sais quel autre vocabulaire utiliser, mais mettre un oiseau dans une cage parce qu'il est blessé, et que s'il n'est pas protégé par une cage, il va se faire manger par un prédateur, et qu'on l'enferme dans une cage le temps de le soigner, qu'il puisse dormir sans danger, etc. C'est une très bonne idée, c'est pas le problème. Mais à un moment donné, il faut sortir de la cage. Sauf que quand on a goûté, je me mets à la place de ce petit oiseau, quand on a goûté le plaisir d'être en sécurité, d'avoir compris que dans cette cage il peut rien nous arriver, qu'en plus dans cette cage, de manière assez magique, il y a de l'eau et de la nourriture qui arrivent tout seul, il n'y a rien besoin de faire pour que ça vienne, il y a quelque chose d'extraordinaire, d'où le côté doré de la prison. Mais à un moment donné, pour qu'il puisse
déployer ses ailes et voler, parce qu'il est quand même fait pour ça. Il est quand même fait pour se débrouiller tout seul et aller explorer et vivre plein de choses qu'il ne pourra pas vivre en restant enfermé dans sa cage. Donc l'idée, c'est de comprendre que la cage n'est pas forcément problématique, en tout cas à l'origine, et qu'elle peut avoir une réelle utilité jusqu'au moment où, quand son utilité première n'est plus utile, finalement il va y avoir plus que les inconvénients. Et c'est pas simple en fait de quitter quelque chose de confortable, qui nous a protégés, qui nous a entourés, etc. Pour au final partir à l'aventure, on sait pas trop quoi, et puis sans protection, parce qu'en fait c'est ça le truc, quand on sort de sa zone de confort, quand on sort de sa cage dorée, quand on sort de son armure, on est plus fragile. C'est pas pour autant qu'il va nous arriver des trucs terribles, et par contre si on reste dans son armure, dans sa cage dorée, dans son petit confort, il y a plein de choses qu'on va pas vivre, donc c'est quand même dommage. Donc tout l'enjeu du chemin de vie, ça va être un peu comme ça. Donc le karma, ça représente tout un espèce de bain karmique, de bain vibratoire, une forme de, un peu l'énergie dans laquelle on a baigné, dans laquelle on est arrivé. C'est vraiment le point de départ. Dans l'épisode il y a 2 semaines, j'ai parlé des marqueurs de personnalité Soleil, Lune, Ascendant, et c'est comme si ces marqueurs de personnalité qui sont réunis en toi, on le posait sur le nœud lunaire sud. On dit allez hop, toi tu vas partir d'ici. Donc c'est une énergie qu'on maîtrise. C'est une énergie qui est qu'on connaît par cœur, qu'on utilise de manière réflexe, parce que c'est un peu le starter pack, tu vois, le kit de départ, où tu te retrouves avec cette énergie-là et ce secteur-là, mais qui vont être utilisés. Et en fait, le karma va venir dégrader cette énergie et le secteur dans lequel ça tombe par l'excès. Donc il y a une espèce de phénomène d'overdose. C'est aussi rempli de mémoires qui vont avec tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu emmagasiner. Le karma, c'est un peu comme une coupe qui se remplit, et puis qui à un moment donné déborde, fait que tu te noies, etc. Donc il y a quelque chose de dégradé par l'excès. C'est comme si tu utilisais toujours la même réponse, le même comportement, parce que le karma, c'est aussi ça. C'est un ensemble de comportements qu'on va mettre en place pour se protéger dans un premier temps. Et donc en fait, on va se retrouver dans des situations qui vont, au fur et à mesure de notre vie, qui vont activer nos réflexes, en fait, qui vont activer ce qui a fonctionné hier. Parce qu'après tout, l'humain, en fait, dans le fond, il veut survivre. De manière profonde et archaïque, en fait, on veut toujours survivre. Et c'est vraiment des choses qui vont se loger. On a tendance, le cerveau, il est aussi un peu programmé pour ça, pour reproduire les choses qui ont fait leurs preuves, qui ont marché et qui font que, tiens, on est encore vivant aujourd'hui parce qu'on s'est comporté comme ça, donc tiens, on va pas aller prendre le risque de faire autrement. Et ça se voit parfois dans des situations assez anodines d'une vie. Je pense à une salle de classe ou une salle si on est en formation, même quand on est adulte, en fait. Je sais pas si t'as déjà remarqué ça, mais si tu as 2-3 jours de formation, tout le monde arrive le premier jour, voilà, on regarde un peu la salle, on s'installe, voilà. Parfois, il y en a qui s'installent sans réfléchir, d'autres où ça va être tout un ensemble de réflexions qui vont faire je vais me mettre plutôt là. Bref, chacun va choisir sa place. Et le lendemain, tu peux être sûr que les 3/4, si c'est pas la totalité des gens, vont se rasseoir à la même place. Et que si quelqu'un s'est assis à la place où on était la veille, il y a un truc de mais c'est ma place. Il n'y a pas d'enjeu, on s'en fout. Mais en fait, on a tous tendance à faire ça dans des situations aussi anodines. Pourquoi ? Parce qu'en fait, hier, ça s'est bien passé. Donc, on va recommencer le même truc. On va pas aller prendre le risque d'aller se mettre dans une configuration qui peut-être va moins bien se passer. Maintenant, c'est connu, on va aller dans ce qu'on connaît. Et le cerveau, comme ça, va nous pousser à reproduire des schémas répétitifs parce qu'ils nous ont protégés. C'est aussi comme ça que, je sais pas, c'est ce que dans un des épisodes précédents, je disais si en montant sur une chaise pour attraper un truc, t'es tombé, plus jamais tu monteras sur une chaise.
Et si tu vois quelqu'un monter sur une chaise, tu vas dire « Ah non, 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 fais pas ça !» Il va y avoir une peur, mais qui est plus liée à ton vécu, à ton bagage d'expérience qui te fait te dire « Ouh là là, ça, danger, danger, il faut pas faire ça !» Et donc ça va être tous ces comportements qui vont se mettre en place et qui sont là pour te protéger, qui n'ont rien de pas bien en soi. C'est en général même la meilleure réponse qu'on pouvait donner à ce moment-là, là où on est, là où on en était dans notre vie. Le petit oiseau blessé dans sa cage, c'est le meilleur moyen de le protéger que de le mettre dans une cage, il n'y a pas de souci. Parce qu'il a besoin de se reposer, de se réparer, mais quand il sera prêt, la cage deviendra inutile, et à force d'être inutile, elle va devenir toxique, elle va plus lui apporter du bien, elle va vraiment lui faire du mal et le faire s'éteindre et dépérir dans sa cage. Et nos schémas de protection, c'est pareil. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça a été utile, et ensuite, c'est devenu inutile. Puis à force d'être inutile, c'est devenu... c'est comme si tous les inconvénients prenaient plus de place parce qu'il n'y a plus pour contrebalancer les effets positifs. L'exemple que je donne souvent, c'est l'armure. Si tu es au Moyen-Âge et qu'il y a une bataille qui se passe à coups de flèche et que toi, tu dois traverser, mettre une armure, c'est une très bonne idée. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est pas de remettre en cause ce qu'on a pu faire par le passé, mais de prendre conscience qu'on a mis en place des schémas de fonctionnement et des schémas de comportement et de protection à un moment où c'était judicieux. Donc on est là avec notre armure, et puis finalement, avec le temps, on va gagner en maturité, on va prendre un peu de recul et on va se mettre à observer le champ de bataille. Alors on va se rendre compte que les gens, que cette bataille s'arrête tous les jours, pas toujours à la même heure, mais voilà, il y a toujours un moment où les flèches s'arrêtent, et il y a à peu près 1 heure où il ne se passe plus rien, une sorte de trêve. Alors tu vas décider d'essayer de traverser plutôt au moment de la trêve qu'en plein coup de feu. Mais tu vas pas y aller sans ton armure, parce que au cas où, quand même, quoi. Donc tu vas commencer à faire ça. Et puis finalement, au fil du temps, il va y avoir... Ça va commencer à faire longtemps que tu t'es pas retrouvé au milieu de flèches. Et peut-être même que le combat, il est fini depuis longtemps. Ou alors peut-être que... tu t'es déplacé et que tu es allé voir plus loin dans un endroit où il n'y a jamais eu de bataille et où les gens n'ont pas forcément d'armure, mais toi, tu sais que ça peut arriver, donc tu vas garder ton armure parce que tu n'es pas encore tout à fait serein. Et puis à force, cette armure, elle va devenir comme une seconde peau, et tu vas presque finir par oublier que c'est une armure. C'est-à-dire que le karma, le problème du karma, enfin la problématique que va générer le karma, c'est que ce sont des comportements réflexes tellement ancrés, qu'on a tellement utilisés, qu'en fait on va avoir l'impression que ça fait partie de ce qu'on est, que ça fait partie de notre identité, et que si on arrête de faire ça, si on arrête de se comporter comme ça, si on enlève notre armure alors que c'est notre seconde peau, on va perdre une partie de ce qu'on est. Alors que non, ce ne sont que des comportements. Alors avec des grandes guillemets parce que c'est pas rien, mais ce sont des comportements, des manières de se comporter. Ça n'a rien à voir avec qui tu es profondément. Qui tu es dans l'armure n'est pas altéré par l'armure. Même si au final, les gens, depuis des années, ont vu ton armure, et peut-être qu'effectivement... désolée pour le bruit. Et donc je disais peut-être qu'effectivement, les gens qui peut-être t'ont aimé pour cette armure, imaginons que tu as mis l'armure de la gentille petite fille ou petit garçon qui dit toujours oui, qui dit jamais non, qui est toujours dans le compromis, qui veut toujours faire plaisir, qui se met jamais en colère, etc. Et qu'on t'aime pour ça, pour cette gentillesse, pour ce côté arrangeant, etc. Et qu'en fait, ce n'est pas ce que tu es profondément. Oui, peut-être que quand tu vas enlever l'armure du trop gentil pour réussir à parfois dire non, pour te protéger, pour te préserver toi, plutôt que de toujours faire passer les autres en premier par exemple, peut-être qu'effectivement il y a des gens qui auront basé leur relation sur le comportement que tu leur as montré, et que peut-être une fois que ce comportement tu l'arrêtes, il y a des gens qui vont ne plus trouver d'intérêt à être avec toi, etc. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée que d'avoir enlevé son armure. De toute façon, dès qu'on change, que ce soit dès qu'on change de façon de faire, ou
ou qu'on évolue tout simplement aussi, qu'on grandit, il y a toujours des gens qu'on perd. Et ça ne veut pas dire qu'on s'engueule et que c'était des cons ou que c'est nous le con de l'histoire. C'est juste que parfois, on n'a plus les mêmes goûts, on n'a plus d'affinité et naturellement les choses s'arrêtent. C'est pas forcément à l'issue d'un drame ou de quelqu'un qui a été méchant, etc. Ça peut aussi être juste, on a évolué, on a grandi différemment. Donc l'idée de comprendre cette histoire de karma et de dharma, l'enjeu, ça va être de partir de notre karma qui est quelque chose que l'on connaît par cœur, tellement par cœur que ça en est dégradé et que ça finit par vraiment, vraiment nous plomber. Plus on avance dans la vie, plus d'enclencher le comportement karmique, plus ça va être douloureux. Après, l'idée, c'est pas de diaboliser son karma non plus. Pourquoi ? Parce que ça reste une énergie qu'on maîtrise. L'idée que je donne souvent, c'est le chocolat noir. Si tu manges du chocolat noir parce qu'un jour tu avais faim et sous la main tu avais du chocolat noir et une fois que tu avais mangé ton bout de chocolat, tu te sentais mieux. Donc à chaque fois que tu as eu cette petite sensation de j'ai faim et j'ai un peu mal au ventre, c'est très français ça, tu vas manger un bout de chocolat. Et c'est pas un problème en soi. Et puis un jour, tu vas commencer à avoir des douleurs de ventre atroces qui passent plus du tout. Et t'auras beau manger du chocolat, t'auras encore mal, voire t'auras même encore plus mal. Et en fait, c'est l'accumulation. Le problème, c'est pas tant le chocolat que le fait de n'avoir mangé que ça pendant des années jusqu'à en faire une overdose. Et que ce chocolat qu'on trouvait si bon à un moment donné et devient écœurant, rien que l'odeur, on peut plus. Et je pense même qu'arrivé à un certain stade, le bruit du papier d'emballage pour ouvrir le chocolat peut déjà soulever le cœur. Donc, tu vois, c'est vraiment cette notion d'écœurement qu'il faut comprendre avec le karma. Pour ne pas diaboliser le truc, c'est qu'à la base, c'est du chocolat noir, c'est très bien, c'est pas le problème. C'est l'excès qui va être problématique. Donc, l'idée, ça va être d'arrêter de manger du chocolat noir. Mais vraiment d'arrêter pour que l'écœurement puisse redescendre. Et de s'ouvrir à autre chose. Quoi ? On verra bien. Mais en tout cas, de s'ouvrir à autre chose. Et pour pouvoir manger autre chose que du chocolat noir, il faut faire de la place à cette autre chose. C'est toujours comme ça dans la vie. Quand on veut des choses nouvelles dans sa vie, il faut d'abord faire de la place. Si on veut des nouveaux vêtements et qu'on a un dressing plein à craquer, on ne pourra pas ranger les vêtements. Donc il faut d'abord en enlever et accepter cette phase de transition où il y a un peu de vide, où il y a un peu une phase tiens, c'est marrant, c'est vide. Quand le vase est plein, quand on dit que la goutte d'eau fait déborder le vase, si on veut pouvoir renouveler l'eau, si on en a marre de cette vieille eau croupie qui pue, il va falloir accepter de vider et tout l'inconfort et l'appréhension que peut représenter le vide, en attendant que des choses fraîches et nouvelles puissent venir remplir le vase. Donc c'est vraiment cette idée-là de vase communicant, où il faut vider le vase du karma, arrêter d'être toujours dans ce réflexe-là, et dans un premier temps, ça va être déjà de conscientiser et d'observer comment on peut être parfois enfermé dans ce karma. Donc le karma fonctionne en axe, c'est un diamètre dans la roue du zodiaque. On part d'une énergie et on va vers celle qui est en face. Et donc le dharma, notre tête de dragon ou notre nœud nord, il faut vraiment imaginer que ça indique le nord, comme une boussole indiquerait le nord pour connaître le cap. Alors ça n'indique en rien le chemin qu'on va prendre, mais par contre c'est le cap qu'on va garder en ligne de mire. Et le dharma, c'est pareil. Ça va être une énergie. Tu prends une boussole, tu vas vers le nord, ce n'est pas un point d'arrivée. Tu peux choisir, toi, une destination à laquelle tu vas finir par arriver en continuant à suivre ton nord, mais de cette destination-là, tu auras toujours le nord qui pointe. Le dharma, c'est pareil. Et il y a quelque chose d'assez inéluctable dans ce chemin de vie. C'est-à-dire que il n'y a rien à faire spécialement pour aller vers son dharma. Un bon exemple pour comprendre ça, c'est la vieillesse, c'est vieillir en fait. Que tu le veuilles ou non, tu vieillis et tu n'as rien besoin de faire pour ça.
T'es pas obligé de te lever tous les matins en te disant « Bon, alors il faut que je vieillisse d'une journée aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ?» Et d'ailleurs, le fait que tu vieillisses ne se voit pas. Tes enfants, tu les vois pas grandir parce que tu les vois tous les jours. Et c'est quand tu regardes des photos de parfois il y a juste 6 mois, où toi t'as pas vu de différence en 6 mois, tu regardes une photo qui date d'il y a 6 mois et tu vois tes enfants et tu te dis mais comment c'est possible qu'ils aient autant changé sans que je l'ai vu en fait. Et c'est pareil, quand tu vas retomber sur des photos de toi d'il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, tu te dis « Ouah, la vache, comment j'ai changé !» Mais t'as rien fait. Alors parfois oui, t'as changé de couleur de cheveux ou changé de manière de t'habiller, etc. Et tu t'es vu changer. Mais globalement, sur ta peau, ton visage, tu vois, ton énergie, etc. Bref, tu vieillis et il n'y a rien besoin de faire, c'est inéluctable. En fait, que tu le veuilles ou non, tu vas vieillir. Tu vas sur le chemin de la vieillesse. Et le dharma, pour moi, le chemin de vie, en partant du karma vers le dharma, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire spécialement. Par contre, quoi qu'il arrive, tu vas vers ton dharma. Et comme pour vieillir, c'est pas ce qui va poser problème, ça va être si tu acceptes de vieillir ou pas. Si tu acceptes de t'adapter, si tu acceptes de changer, si tu acceptes de te remettre en question. Si tu acceptes en fait le mouvement, ça se passera bien, ou en tout cas ça se passera de manière plus fluide. Comme toujours, c'est pas le changement qui est douloureux, c'est la résistance au changement. Par contre, si tu résistes à ton vieillissement ou si tu résistes à ton dharma, c'est toujours possible, il n'y a pas de problème. Mais la souffrance va être terrible. Si tu n'acceptes pas ton âge et que tu continues à t'habiller à 50 ans comme une adolescente de 14 ans, il y a un moment donné, ça va être problématique. Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire, mais tu ne seras pas, en fait, quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais considéré, tu ne seras pas une adolescente de 14 ans quand bien même tu t'habilles comme ça. Si tu es une femme de 50 ans, tu peux t'habiller comme une gamine de 14, tu restes une femme de 50 ans, mais qui vit mal son âge, qui du coup a sûrement une forme de souffrance, qui n'accepte pas de vieillir. Pareil, si tu fais beaucoup de chirurgie, que tu dépenses de l'argent pour finir avec les traits tout tirés, plus d'expression sur le visage et de finir par perdre presque ce qui va faire ta personnalité dans tes expressions faciales, etc. Encore une fois, on parle d'excès, j'ai rien contre la chirurgie esthétique. C'est toujours d'imaginer que c'est toujours l'excès qui est problématique. Donc il y a cette idée que plus tu vas lutter, si à 70 ans tu as encore envie d'aller en boîte comme si tu en avais 20 et que tu te couches à 6h du mat en ayant bu un coup de trop, je sais pas comment va être ton corps le lendemain, et si tu fais ça tous les week-ends comme si tu avais 20 ans, il y a un moment donné ça va vraiment être douloureux. Alors que si tu acceptes de ralentir, de dire tiens c'est marrant, à 20 ans j'avais hyper envie de faire ci, ça, puis là j'en ai 30, 40, 50, ça, poulala, j'ai plus du tout envie. Et si tu acceptes ce changement-là, de ralentir, je sais pas moi, si tu faisais un sport hyper cardio 4 fois par semaine, peut-être de faire un sport 4 fois par semaine, mais moins cardio, ou qui demande moins qui va moins puiser dans le corps, parce que finalement, tu as un corps qui vieillit. Ou de faire un sport toujours aussi cardio, mais peut-être 2 fois au lieu de 4. Par exemple, des choses comme ça. D'accepter juste de faire avec ton âge. Et finalement, toi, ce que tu peux faire, c'est choisir comment tu vas vivre dans ce vieillissement qui s'impose à toi. Et le chemin de vie, c'est un peu comme ça. Alors, comme toujours dans toutes les images que je donne, c'est toujours un peu plus compliqué que ça en vrai, et même je ne saurais pas forcément expliquer toutes les subtilités, mais pour que tu comprennes les grandes lignes du fonctionnement, c'est parfois un peu simpliste et en même temps c'est vachement parlant. Donc voilà, il y a cette idée de dharma qui se déroule devant toi, que tu le veuilles ou non. Et plus tu vas accepter d'ouvrir la porte de ta cage et de t'aventurer vers cette énergie que tu ne connais pas, parce que bien souvent, en fait, le karma, c'est ce qu'on connaît par cœur, ce qu'on maîtrise. Et du coup, par définition, si d'un côté on a, de l'autre côté, on va devoir acquérir. Ce qui est en face, on va devoir l'apprendre. En fait, on vient apprendre à manier, on va dire, l'énergie de notre dharma, qui est l'exact opposé, dans tous les sens du terme, de notre karma. Donc c'est comme si on te disait qu'il faut que tu arrêtes de faire ce que tu connais par cœur, que t'as pas eu besoin d'apprendre, qui te demande pas d'effort en fait sur le moment, ou en tout cas tu t'en rends pas compte parce que c'est une habitude. Tu te rends pas compte de toute l'énergie que ça
ça te demande en fait en réalité, parce que tu as l'habitude. Donc comme on va reprendre le sport, comme quelqu'un qui soulève des poids tous les jours avec un bras, le bras où il soulève des poids tous les jours, il va être capable de porter des trucs plus lourds sans que ça lui demande d'effort. En tout cas, il va pas forcément s'en rendre compte, alors que s'il n'utilise jamais son autre bras, c'est un peu ça aussi l'exemple, hein. Le karma, c'est le bras qui devient difforme à force d'être utilisé et que tout soit fait avec ce bras-là. Et en fait, ça demande énormément d'énergie d'entretenir cette musculature énorme. Et puis, il y a l'autre bras qui est complètement, imagine que tu l'utilises jamais, il est tout rachitique, il n'y a pas de muscles, il est tout maigrichon. Et l'idée, ça va être de venir apprendre à utiliser ce bras-là que tu n'avais peut-être même pas conscience d'avoir. Tu vas dire, oh, j'ai un bras aussi de l'autre côté, dis donc. Et rien que de soulever le bras pour le poser sur une table, ça va être potentiellement un super effort. Et oui, ça va demander un effort. Oui, ça va demander de la conscience. Ça va demander de dire, ah putain, je suis encore en train d'utiliser mon bras que j'utilise tout le temps. Il faut que je réfléchisse pour aller utiliser l'autre. Ça va demander dans un premier temps un effort de conscience. Puis un effort pour aussi muscler cette nouvelle façon de faire. Jusqu'au moment où finalement les deux bras vont être plutôt équilibrés parce que le bras tout chétif va finir par se muscler jour après jour. Et les premières fois, on ne voit pas l'intérêt, hein. On a juste mal, des courbatures et ce serait tellement plus simple de prendre l'autre bras. Et c'est vrai à court terme, mais à long terme, ce sera beaucoup plus profitable. Et donc l'autre bras qu'on va un peu délaisser va pouvoir avoir sa musculature qui dégonfle et reprendre un peu une forme normale et une utilisation normale. Et à la fin, ce sera une sorte d'équilibre entre les deux, je pense. Moi, je vois ça comme ça en tout cas. Avec cette idée que parfois, on peut choisir consciemment, parce que vraiment la clé pour moi, je crois que c'est toujours la conscience. On va pouvoir choisir consciemment de dire, là, je vais aller utiliser la carte de mon karma, que je connais par cœur, qui est très appropriée dans cette situation-là. Et puis le reste du temps, de pouvoir dire, non, là, je vais quand même aller vers mon dharma. Je vais vous donner l'exemple, parce que c'est toujours un peu compliqué quand c'est un peu abstrait, mais il faut vraiment comprendre cette idée de chemin et cette idée d'accepter, d'arrêter de se comporter de manière réflexe, toujours de la même manière, et d'accepter la peur et l'inconfort, qu'on va y laisser une partie de ce qu'on est profondément, alors que non. C'est vraiment, on va laisser derrière une genre d'armure. Et on n'est pas obligé d'aller se mettre en danger non plus. On peut aussi enlever l'armure morceau par morceau et y aller progressivement. On n'est pas obligé d'être dur en fait. On peut aussi, avec beaucoup de douceur, de patience et d'attention, se transformer petit à petit vers quelque chose qui nous correspond mieux, sans forcément devoir faire ça dans une souffrance infinie. Par contre, si on résiste, la souffrance, elle va s'intensifier, ça c'est sûr et certain. Dans mon exemple, j'ai un karma sagittaire. Je vais parler que de l'énergie, je ne vais pas parler du secteur parce que sinon, sachant que ça fait déjà 27 minutes, je ne vais pas m'en sortir. C'est juste pour donner un exemple. Moi, j'ai un karma sagittaire et donc un dharma gémeaux. Donc, on a vu dans les maisons la semaine dernière que les secteurs fonctionnaient en axe et c'est aussi valable pour les énergies. Donc là, on est dans l'axe, on va dire, du savoir, de la connaissance, de la communication. Donc, il y a d'un côté le Sagittaire, celui dont je pars, qui est l'énergie des hautes études, avec l'archétype du professeur, de l'explorateur, de celui qui veut se cultiver, qui va avoir besoin que ça ait du sens, qui va chercher le sens des choses, qui va avoir à cœur de peut-être imaginer les sociétés, de vouloir s'élever socialement, de prendre sa place sociale, d'être reconnu par ses pairs, d'être intégré dans le monde social, politique, etc. Alors tout ça, c'est encore une fois des exemples, hein. Et en face, on va avoir le Gémeaux, qui va être plutôt, quand le Sagittaire, c'est les hautes études, c'est aussi des apprentissages dans le Gémeaux, mais c'est des apprentissages plutôt de culture générale. On est beaucoup moins spécialisé quand on parle d'apprentissage dans le Gémeaux que dans le Sagittaire. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de ludique, de fun, de léger. Il y a une curiosité, on a envie de s'intéresser à tout, quand le Sagittaire va plutôt avoir des élans à se spécialiser. Et puis il y a une spontanéité. Le Gémeaux, il y a un côté couteau suisse, papillon qui virevolte, qui a envie d'essayer plein de trucs. Et les apprentissages que va faire le Gémeaux, ça va être pour en faire quelque chose de concret et de l'expérimenter en gros.
Alors que le Sagittaire va avoir quelque chose de très intellectuel, de très intellectuel finalement. C'est pas concret, ça va être de la philosophie, des choses comme ça. Alors après, il y a des principes qu'on peut appliquer, mais dans le Sagittaire, on est vraiment dans cette réflexion-là, dans cette richesse culturelle, intellectuelle, etc. Et donc en fait, moi, à force de plomber ça, quand on a un karma sagittaire, on peut développer un karma de grande loyauté, que ce soit aux codes sociaux, par exemple à l'école, ou aux patrons, ou aux institutions, etc. Ça peut être aussi une grande loyauté familiale, aux grandes valeurs de la famille, au politiquement correct, à ce qui se fait, à ce qui se fait pas, à l'image qu'on renvoie dans la société, etc. D'avoir un besoin viscéral d'être reconnu par des diplômes, de venir se légitimer. Le Sagittaire va parler de légitimité aussi, de savoir si je vais toujours chercher ma légitimité à l'extérieur. Donc imaginez bien, avec un karma comme ça, j'étais bonne à l'école. J'étais l'élève modèle, parfaite, sage, qui faisait bien ses devoirs, qui adorait ça, qui avait plutôt des bonnes notes. Pour les profs, c'était un bonheur de m'avoir dans la classe parce que j'avais ce côté d'être dans ce qu'on attend. D'être dans ce qu'on attend et de vouloir bien apprendre les choses, d'être sûr d'avoir tout bien compris, d'être sûr d'avoir compris le sens, d'être sûr de pas me tromper, me trouver à avoir tort, même encore aujourd'hui, c'est chaud. Me rendre compte que j'ai tort et l'admettre, c'est hyper dur et c'est très karmique, tu vois. Je veux avoir raison, je veux pas me tromper, je veux pas être prise, je peux avoir ce truc d'avoir du mal à être prise en défaut. Ça s'est exprimé très fort dans la langue française. Combien de fois au cours de ma vie, on me dit mais ta gueule, l'Académie française, tu nous saoules. Là, à reprendre les gens comme une maîtresse d'école, on dit de, on dit pas à, de faire chier comme ça, mais à outrance. Alors je dis pas qu'il faut écrire comme un sanglier et que l'orthographe n'a absolument aucun intérêt. Je continue d'essayer d'écrire correctement, mais je vois que dans certains posts, quand je vais vite, quand je fais mes oracles, des trucs comme ça, il y a des fautes énormes que j'ai pas vu passer, parce que je dicte aussi et que quand je repasse dessus, en fait, je relis qu'à moitié parce que je viens de le lire, que je l'ai dans la tête et du coup, je vois même pas qu'il y a des fautes, mais des fois, c'est un mot à la place d'un autre, quoi. Parfois, c'est une conjugaison ou un accord qui va pas, je vais mettre, je sais pas moi, les cartes et je vais pas mettre de S à carte, mais j'en aurais été malade avant, mais malade, c'est-à-dire que j'aurais supprimé mon poste, repassé peut-être 2 heures à refaire un truc pour un poste qui a une durée de vie de 48 heures grand max. Il y a un moment donné, ça n'a pas de sens. Et c'est là où ça va devenir plombant. Si je suis trop dans l'excès de vouloir être madame parfaite, qui se trompe pas en orthographe, alors je donne cet exemple-là parce que moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est manifesté. Mais ça peut prendre plein d'autres formes. Si t'es karma sagittaire et que tu te reconnais absolument dans rien du tout de ce que je suis en train de dire, c'est possible aussi. Tu vois, là, je donne un exemple parce qu'il faut bien, mais... Donc j'ai ce truc d'avoir toujours voulu savoir de quoi je vais parler, savoir comment ça va se passer, savoir en fait. Et le Gémeaux vient me demander d'être dans la spontanéité, d'accepter l'imperfection, d'essayer alors que je connais pas, de m'intéresser à plein de sujets sans vouloir forcément être une experte, ce qui m'empêche pas d'en parler de manière ludique, de manière simple. Je suis vraiment venue, au lieu d'être une professeure qui serait doyenne de faculté dans l'énergie, je dis, doyenne de faculté qui maîtrise à fond son sujet, mais tellement qu'en fait quelqu'un qui a pas autant de connaissances va même pas comprendre ce que je dis. Cette espèce de c'est comme lire un texte juridique quand on n'a pas le jargon juridique et qu'on n'a pas fait d'études de droit, on comprend rien. Je sais pas si tu as déjà lu un arrêté d'un truc d'un procès là. Si, et je sais même plus quand ça commence, c'est des phrases et des tournures et des machins, ça veut rien dire, moi, plus je vais être dans la vulgarisation, plus je vais rendre accessible des savoirs que je maîtrise peut-être pas à la perfection, mais ça m'empêche pas de donner plein de clés. Typiquement l'astrologie, je suis pas du tout une experte en astrologie. Je regarde quelques points, je trouve que ça donne des clés incroyables, et plus je manie ces clés, plus je me rends compte qu'en fait des clés, il y en a partout, et ça me donne encore plus envie de regarder le thème en rentrant par d'autres portes, en regardant d'autres choses, en allant encore plus loin dans l'analyse, et je serai jamais au bout de tout ce que je peux apprendre. Mais si je devais agir avec l'astrologie dans mon énergie de karma, je serais pas en train de faire cet épisode-là. Parce que j'estimerais que je n'ai pas assez de savoir pour oser venir faire un podcast qui va parler de connaissances astrologiques. Et d'une certaine manière, c'est vrai aussi. Je connais pas beaucoup
Je n'ai pas tant que ça de connaissances astrologiques par rapport à d'autres personnes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par rapport à certains et certaines, j'ai énormément de connaissances. Et par rapport à d'autres, j'en ai, c'est peanuts. Et c'est pas parce que je n'ai pas toutes les connaissances que j'ai pas des choses à transmettre. Et plus je suis dans cette transmission ludique, d'être très communicante, parce que le Gémeaux c'est la communication, c'est pas pour rien que je suis autant active sur les réseaux. Alors oui, ça demande du temps, oui, ça demande une certaine forme de discipline, etc. Mais c'est aussi parce que ça m'amuse, c'est parce que ça m'éclate, c'est parce que c'est dans ma voie en fait, c'est dans le chemin qui se dessine pour moi, c'est dans une vibes de communiquer, dans des formats assez courts, un peu ludiques, avec de l'humour, mais qui sont sérieux pour autant. C'est pour ça que je tiens aussi longtemps dans la durée, parce que ça me nourrit, parce que ça me fait du bien, parce que je suis dans mon dharma quand je fais ça. Si je fais une page Instagram hyper sérieuse en donnant des leçons comme un professeur, elle va pas marcher. Enfin, ça va être chiant. Ça va être chiant pour moi, ça va être chiant pour les autres. Je vais me retrouver avec quelque chose de très guindé, de très. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, alors qu'en fait, voilà, je suis venue pour être beaucoup plus légère, beaucoup plus spontanée. Et dans mon métier, que j'ai très bien choisi pour aller sur la voie de mon dharma, c'est que je ne peux pas préparer à l'avance. Et pour mon karma de petit sagittaire, mes premières séances, ça a été une torture. J'en ai pas dormi. Mes premiers clients, j'ai mis plus de 6 mois à ne serait-ce qu'oser dire oui quand quelqu'un me demandait pour un pote, tiens, j'ai un pote qui va pas bien du tout, du coup maintenant que t'es lancé, tu pourrais prendre un rendez-vous. Non, je suis pas prête. Parce que j'aurais voulu savoir avant de faire. Et le Gémeaux est venu me demander de faire, même si je sais pas tout. Et du coup, je suis obligée jour après jour d'être dans cette spontanéité parce que je sais pas ce qui vous amène les uns après les autres. Je sais pas. Je sais pas ce qui vous amène, je sais pas de quoi on va parler, je sais pas par quoi on va commencer. Et en fait, de plus en plus, je suis dans cette joie de m'adapter à ce qui se présente. Et plus je fais ça, mieux je me sens parce que je suis dans mon dharma. Et autant par moment, c'est hyper important pour moi d'avoir des notes, d'avoir creusé, d'avoir pris le temps, etc. De bien creuser le sujet avant de me lancer ou de bien préparer des trucs dans l'énergie de mon karma, mais avec beaucoup de conscience et de me dire, oui, je sais que je pourrais sûrement y aller en mode spontané, faire confiance à mon intuition, faire confiance à mes connaissances, de savoir que je pourrais piocher là-dedans et que j'ai pas besoin de notes. Mais sur ce coup-là, je crois que ça me rassure d'avoir des notes et juste d'accepter, de dire, ok, je prépare ça, puis ça se trouve, je m'en servirai pas et c'est ok. Donc voilà un peu ce qu'on peut... ce que vous pouvez imaginer de comment ça se matérialise. Alors effectivement, il y a 6 axes, il y a 12 chemins, parce qu'il y a des gens qui vont faire l'inverse de moi, qui vont partir du Gémeaux, qui sera dégradé, et à qui on va demander de venir se prendre au sérieux, s'élever, et arrêter de se disperser, en bon Gémeaux dans ses défauts, on va dire, et d'aller dans la qualité d'un Sagittaire qui va venir se prendre au sérieux, expertiser un savoir avec toute cette manière de le transmettre. Donc c'est pas que le Sagittaire c'est pas bien, c'est que dans ma configuration, moi ça me plombe si je ne suis que là-dedans. Mais l'idée c'est pas de diaboliser. Voilà, j'espère que tu as un peu mieux compris le chemin de vie et ce que ça peut t'apporter du coup de le connaître. Donc si tu veux pouvoir voir où est ton chemin de vie, comme d'habitude tu peux aller sur AstroThème, ou je crois qu'il y a aussi d'autres sites qui vont te générer ton thème, et tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de l'épisode, où tu vas avoir accès au petit document récapitulatif que j'ai fait, où tu verras déjà à quoi ressemble le nœud nord et le nœud sud, tu verras le symbole, et tu pourras du coup le repérer, et puis tu vas repérer dans quelle énergie il est. Donc ce que tu peux faire, c'est un petit peu simpliste, mais ce que tu peux faire, c'est que tu reprends le récapitulatif et tu peux aller voir les défauts, par exemple, les flops que j'ai listés. Alors c'est très résumé, mais tu peux aussi réécouter les épisodes et aller viser l'énergie, tu vois, que peut être un karma ou un dharma, en imaginant que le dharma, c'est les qualités plus d'un signe, et que le karma peut se traduire dans les défauts plus. Voilà, c'est un petit peu simpliste, mais déjà, ça te donnera peut-être une idée d'aller regarder. Et pareil pour le secteur, tu vas regarder de quel secteur ça parle et tu vas imaginer ce que ça peut donner un secteur qui sera plombé comme ça. Et regarder le secteur d'en face et de venir voir, tiens, est-ce que ce secteur-là, qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter ? Juste pour faire un tout petit exemple, moi j'ai un karma dans la maison 1 et je vais vers la maison 7. Donc j'ai un karma de je me débrouille toute seule, je suis autodidacte, j'apprends tout toute seule. C'est aussi un karma de castration.
Donc parfois je vais me castrer et m'empêcher d'être spontanée, de dire des gros mots parce que je vais me mouler dans ce personnage de Sagittaire qui doit donner le change, être un petit peu sérieux quand même. Il s'agit de ne pas parler à tort et à travers, il s'agit de se taire avec quelque chose d'un peu mais enfin ça ne se fait pas enfin. Et donc de venir castrer un peu cette spontanéité qui sommeille en moi au nom de l'image sociale par exemple. Et en fait mon chemin de vie m'a demandé de quitter un karma qui va être soit de guerrière, parce qu'on parle aussi de Mars, du Bélier, de ce côté un peu guerrière, un peu dur et seul, ou de me castrer pour aller m'ouvrir aux autres. La maison 7, c'est le partenariat, d'aller m'ouvrir vers les autres. Et finalement, pour apprendre quelque chose aujourd'hui, ça m'apportera plus si je fais une formation auprès de quelqu'un ou que je vais chercher conseil auprès de quelqu'un ou d'un groupe, plutôt que d'aller faire ça toute seule. Ce qui ne m'empêche pas de le faire de temps en temps. Mais c'est dans cette gymnastique-là que tu peux essayer de te balader pour essayer de comprendre un petit peu les grandes lignes déjà de ce chemin de vie qui est le tien. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux pouvoir creuser vraiment plus précisément ton thème à toi, et ben c'est toujours possible de prendre rendez-vous. Et on prend 3 rendez-vous de 1 heure où un rendez-vous va être dédié à personnalité, c'est-à-dire soleil, lune, ascendant, ensuite le chemin de vie, et pour finir, la lune noire qu'on va voir la semaine prochaine. Je te remercie comme d'habitude de ton écoute et de ta fidélité, et je te dis à bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.